Bienvenue. Alors aujourd'hui, on met le cap sur un endroit mythique, l'île de Pâques. Oui, Matakiterani, comme on dit là-bas. Des yeux regardent le ciel. C'est beau, hein? C'est très beau. Et notre guide, ça va être Francis Mazier, à travers son livre Fantastique île de Pâques. Exactement. C'est pas juste un rapport archéologique, c'est vraiment le récit d'une immersion, d'une quête pour comprendre l'île. D'accord. Alors explorons un peu ce voyage, ses découvertes, et puis son regard, qui est assez personnel, on va Tout dire. à fait. Déjà, le voyage lui-même, c'est une aventure. Il part avec un petit ketch, 16 mètres seulement. Ils sont 5 à bord, Ah oui. oui. Et ils font la traversée depuis les Galapagos en 19 jours. Pour lui, c'était aussi une façon de montrer que les anciennes navigations, c'était possible, même avec des moyens assez rudimentaires. Et l'arrivée sur l'île, ses premières impressions. Alors ça, il décrit ça de façon très intentionnelle, très forte. L'île qui apparaît à l'aube, Tepitio Noa Teenoa, le nombril du monde. Il parle de cette côte sauvage, les falaises, le vent, Mm. Et l'accueil, les habitants. très chaleureux au premier abord. Yoranaone, les salutations. Mais très vite, ils sentent une sorte de tristesse dans leur regard. Ah bon? Comment Ils ça? appellent les prisonniers de l'horizon. C'est lié à l'isolement, bien sûr, l'île est la plus isolée du monde, mais aussi à leur histoire récente et à la situation sous administration chilienne à l'époque. D'accord. Il critique cette administration d'ailleurs. Ah oui, assez durement. Il parle de méfiance envers les Pasquins, de règles très strictes. Lui et sa femme, ils vont faire le choix de vivre parmi eux, vraiment, pendant 9 mois, pas dans la zone réservée aux officiels. 9 mois. Ça a dû tout changer hein, pour comprendre leur quotidien, leur culture, hein. Complètement. Et ça nous amène à l'histoire de l'île, qui est lourde. Oui, au-delà des premiers contacts européens, il y a eu des événements terribles, c'est ça, hein. Oui, notamment les raids pour l'esclavage au 19e siècle. C'est c'est effroyable. Le pire, c'est en 1862, Qu'est-ce qui s'est passé? une flottille péruvienne qui débarque et qui rafle près de 1000 habitants. 1000. Y compris le roi, les savants, ceux qui connaissaient l'écriture rongo-rongo, pour les envoyer travailler dans les mines de guano au Pérou. Mon Dieu, c'est une perte immense, hein. Une catastrophe. Et après ça, l'annexion par le Chili en 1888, puis l'île est louée à une compagnie anglaise pour l'élevage de moutons. Les Pascusiens sont parqués à Angaroa, derrière des barbelés. Mazière cite même Métro, qui en 34 parlait de misère, de décomposition. C'est un contexte terrible. Et au milieu de tout ça, il y a les Moai, ces statues géantes. Omniprésente. Les gardiens silencieux. Il fait bien la différence, d'ailleurs, entre les statues des Aou, les plateformes près de la mer, qui ont des yeux ouverts, et celles qui sont dans la carrière du Rano-Raraku, encore en cours de taille, sans yeux. Et le mystère de leur transport. Qu'est-ce qu'il en dit, Mazière? Alors ça le fascine. Quand il demande aux Pasquins, ils répondent toujours la même chose, le mana, la force spirituelle. Le mana. Oui. Et Mazière, lui, il ne donne pas d'explication simple, mécanique. Il insiste sur le fait qu'il faut écouter cette réponse-là, prendre en compte la logique de l'île, qui n'est pas forcément la nôtre. Il respecte ce mystère, quoi. C'est intéressant comme approche. Et les habitants eux-mêmes, leur origine. Il parle de la légende d'Otumatua, le premier roi, et de la coexistence de deux groupes, les Anu Momoko et les Anu Eepe. Pour Eepe, il propose corpulent, fort, plutôt que la traduction habituelle longues oreilles. Ah oui. Ok. Pourquoi? Même s'il reconnaît la coutume des oreilles allongées, il fait un lien avec les marquises. C'est une hypothèse. Il mentionne aussi la guerre civile entre ces groupes. Et la culture au-delà des statues? Il évoque le dieu Makmek, le culte de l'homme-oiseau, le Tangatamanu, à Orongo, les pétroglyphes, et bien sûr, le Rongo-Rongo, cette écriture qui reste, énigmatique. Le fait que sa femme parlait le pasquagnan, c'était crucial pour recueillir les traditions orales. On sent chez lui une vraie empathie, une volonté d'écouter. Absolument. Il critique d'ailleurs une certaine archéologie ou ethnographie de l'époque, qu'il trouve un peu raciste, c'est son mot. Il cherche dans les grottes, il écoute les anciens. Il a fait des découvertes particulières d'ailleurs. Oui, il mentionne une petite statuette d'accouchement en basalte, très curieuse, pas vraiment polynésienne selon lui, des crânes aussi, une statue qui rappelle les tikis des marquises, et il a cette idée que même les statues inachevées dans la carrière, leur orientation n'est pas due au hasard,
que chacune regarde une partie du monde. Fascinant. Donc, ce livre, c'est plus qu'une simple description. C'est une immersion, une tentative de saisir l'âme de l'île. C'est exactement ça. C'est une plongée dans un monde à la fois grandiose par ses vestiges, mais aussi brisé par l'histoire, par le mépris parfois. Et il y a cette phrase forte qu'il écrit sur le mana. Oui, il dit que sur cette île, tout est mort lorsque le mana a disparu. C'est presque tragique comme constat. Ça laisse songeur. Et ça pose une question qui dépasse l'île de Pâques, en fait. Comment une culture, un peuple, peuvent survivre, garder leur identité profonde quand leur force vitale, ce mana, semble avoir été brisée? C'est une question qui résonne encore aujourd'hui, je crois, bien au-delà de cette île perdue dans le Pacifique.